Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, on va parler cet après-midi de la période estivale, de la préparation, comment faire pour se mettre en forme et rester en pleine forme en fait tout l'été d'un point de vue naturopathique. Donc moi, je suis naturopathe sur Narbonne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas effectivement dans le chat. Si c'est pour des questions personnelles, à ce moment-là, je vous demanderai de m'envoyer un mail. Donc, je vous donne mon adresse email. C'est contact at naturopathe-narbonne.fr. Voilà. Je vous remercie et puis on va pouvoir démarrer. Alors c'est bon pour moi, sauf que je ne vois pas en fait je ne vois pas le PowerPoint, donc je ne sais pas où on peut en mettre. Ah, d'accord. Je vais ouvrir mon PowerPoint parce que je peux pas savoir où j'en suis en fait. Euh, hop. Voilà. Alors, je vais faire juste un petit rappel pour les personnes qui savent pas ce que c'est que la naturopathie. Bon, c'est une médecine non conventionnelle et c'est considéré par l'OMS comme la troisième médecine traditionnelle du monde après la médecine traditionnelle chinoise et la médecine indienne, donc on appelle ayurvédique aussi. Donc, là, en naturopathie, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de prévention principalement et on accompagne en fait les personnes sur un chemin de santé globale, que ce soit physique, émotionnel, mental. Et pour ce faire, en fait, on va se baser sur le terrain, beaucoup sur le terrain de la personne. Et qu'est-ce que c'est que son terrain? C'est son hérédité avec laquelle il est venu au monde, ce qu'on appelle aussi sa constitution, c'est son tempérament. Son tempérament, eh bien, c'est son environnement dans lequel il a vécu et dans lequel il vit actuellement, ses croyances, ses valeurs, etc., qui a formé une sorte de tempérament. Hippocrate, donc, qui est le père de la médecine, disait qu'on avait 4 grands tempéraments qui sont le lymphatique, le sanguin, le bilieux et le cérébral, ou on appelle aussi ça le nerveux. Voilà. Et sachant qu'en fait, on est tous un mélange, en tout cas, de deux grands tempéraments. Donc, c'est une médecine de terrain, c'est une médecine personnalisée aussi, mais aujourd'hui, on va parler de façon globale. Et le naturopathe, qu'est-ce qu'il utilise? On va passer peut-être à la prochaine diapo, pardon. Il utilise diverses techniques. Il y en a 10 au total, et autour de 3 grands piliers qui sont l'alimentation, les exercices physiques et la gestion émotionnelle. C'est vrai qu'on connaît beaucoup la naturopathie avec les plantes, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, si on veut parler de naturopathie de façon globale, eh bien, c'est très bien de s'inspirer de la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle relie chaque organe de notre être, de notre organisme, à des saisons de l'année et même à des heures, en fait, plus particulièrement, même des heures dans la journée. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que la saison estivale, elle est reliée d'une part à l'intestin grêle et d'autre part au cœur, qui sont les deux grands organes, avec des sous-organes aussi qui lui sont reliés. Donc, ces deux grands organes, en fait, c'est des organes sur lesquels on va se pencher plus particulièrement, essayer
de détoxifier, de tonifier, en tout cas de prendre soin tout particulièrement pour passer la période en fait le mieux possible et pour se préparer par la suite à l'automne et à l'hiver. On peut diviser cette période été en deux saisons générales. Une saison qui va débuter début mai pour se terminer mi-juin et une deuxième qui va démarrer mi-juin à fin juillet. Alors c'est vrai que pour les Occidentaux, la saison été, c'est à partir du 21 juin. Voilà. Mais là, on parle en médecine traditionnelle chinoise et là, ça démarre à peu près au début été. Et c'est vrai que finalement, dans nos régions, depuis quelques jours, on commence à se sentir en été. Donc, voilà, on n'est pas plus mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce premier mois et demi? On va s'occuper plus particulièrement de l'intestin grêle, donc de nettoyer, de régénérer cet intestin grêle. Et la deuxième étape, ça va être plutôt de faire le plein d'antioxydants pour, d'une part, protéger son système cardiovasculaire, parce que je vous ai dit que l'autre organe qui était important pendant la saison été, c'était le cœur, et aussi pour se préparer à toute la saison plus froide, la saison de l'automne et de l'hiver. Alors, qu'est-ce que c'est que cet intestin grêle? L'intestin grêle, c'est un organe qui est hyper important dans notre organisme, qui fait la taille d'à peu près un terrain de tennis. Voilà, ça fait à peu près 250 mètres carrés, mais qui est tellement replié en villosité, on appelle ça l'un sur l'autre, que finalement, effectivement, ça peut rentrer dans notre organisme. Depuis quelques années, on se rend compte de plus en plus de l'importance de cet organe. Alors, d'une part, on s'est aperçu que 80% de nos cellules immunitaires se trouvaient dans l'intestin grêle. Et c'est vrai que surtout depuis l'année dernière, on nous parle beaucoup d'immunité. Donc, vous imaginez l'importance, en fait, de prendre soin de cet organe. C'est aussi un organe hyper important pour tout notre cerveau. On dit qu'en fait, c'est notre deuxième cerveau et qui contient plus de neurones que notre propre cerveau. Donc, si on a, par exemple, un intestin grêle qui n'est pas au mieux de sa forme, on va, par exemple, avoir des neurotransmetteurs qui vont être en déficit. Alors, je pense notamment à la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur du bonheur, du plaisir, etc. Si c'est en déficit, eh bien, on peut avoir des problèmes déjà de sommeil et puis des problèmes de dépression ou en tout cas de déprime. On peut aussi avoir un déficit en dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va nous donner de l'énergie le matin, de la force pour démarrer la journée. Donc, déjà, de ce côté-là, au niveau du système nerveux, au niveau du système immunitaire, vous pensez que bien que c'est quelque chose de super important. Et puis, l'intestin grêle aussi, il travaille beaucoup avec le foie. Le foie qui est un organe annexe et pour en fait assimiler, la plupart de nos nutriments sont assimilés dans l'intestin grêle. 90% de nos nutriments sont assimilés dans cet intestin grêle. Quand il fonctionne bien, cet intestin, eh bien, en fait, tous les nutriments qui ont été précédemment cassés en toutes petites molécules, d'une part par la bouche et puis après par l'estomac, eh bien, ils vont passer dans le système sanguin pour venir nourrir toutes nos cellules. Si par contre notre intestin grêle ne fonctionne pas bien, et là il y a plein de causes à ça. Déjà, on peut naître avec une flore intestinale de mauvaise qualité. Le stress peut impacter notre intestin grêle, l'excès de médicaments, l'excès de toxines ou l'excès d'addiction, l'excès de médicaments. On peut avoir aussi des intolérances à certains aliments, comme par exemple, ce qui est super connu, c'est le lactose ou le gluten.
Tout ça, en fait, ça va impacter négativement notre intestin grêle. Et dans cet intestin grêle, on a deux parties qui sont super importantes. On a d'une part la flore intestinale. Donc, en fait, c'est ce qui constitue notre intestin. Et puis, on a la muqueuse intestinale. Alors, la flore intestinale, on l'appelle aussi on peut appeler ça le biotope, si vous voulez. C'est constitué de plein de virus, de bactéries, de champignons, etc., mais qui sont positifs pour nous. Et puis, notre muqueuse intestinale, en fait, c'est comme une barrière qui va laisser passer normalement, les bons nutriments pour les faire passer dans la circulation sanguine. Et puis, si cette barrière, en fait, elle est endommagée, eh bien, elle va laisser passer toutes les toxines. Et ça va être, du coup, le lit pour les maladies infectieuses, mais aussi beaucoup les maladies auto-immunes qui, en fait, qui déferlent dans le monde actuellement. Je pense par exemple à la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie de la thyroïde, qui touche à presque 10% des femmes adultes, en fait, en France en tout cas. Mais il y a aussi les histoires de diabète de type 1, etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cet intestin grêle? Eh bien, on va essayer de le réaméliorer autant au niveau de sa flore intestinale, d'une part, et au niveau de la muqueuse intestinale, pour le renforcer. Voilà, donc ça, c'était quelque chose d'important peut-être de rappeler pour ceux qui… Voilà, pour un petit rappel pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout l'été et pas que pendant la première saison ou la sous-saison, si vous voulez, le premier mois et demi, mais pendant les 3 mois d'été, eh ben, on va privilégier une alimentation anti-inflammatoire à fond. Et c'est typique en fait de ce qu'on appelle le régime crétois. Donc, qu'est-ce que c'est que le régime crétois? C'est une alimentation qui a beaucoup été utilisée en Grèce et en Crète, bien sûr, et qui est à base en fait d'aliments anti-inflammatoires, qui va limiter beaucoup tout ce qui est colle. Les colles, on peut appeler ça de la glu. Et la glu, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va nous donner des inflammations partout dans le corps. Donc, c'est ce qu'on veut chercher à éviter. Donc, on va limiter au maximum les graisses animales. Les graisses animales, on va les retrouver beaucoup dans le principal, c'est les viandes rouges. Mais aussi, ça va être, par exemple, dans les laitages, beaucoup les fromages et beaucoup les fromages coulants ou bien le beurre, etc. Donc, on appelle ça les graisses saturées. Il y a aussi les acides gras trans. En fait, ce sont des graisses qui sont hydrogénées, donc c'est des huiles végétales, mais qui ont été transformées chimiquement et qu'on va retrouver par exemple dans la margarine. La margarine, c'est typique en fait des acides gras trans et qui sont à la limite pires que les graisses saturées. Voilà. Qu'est-ce qui va aussi produire des cols, donc des inflammations au niveau de notre organe, de nos organes digestifs, mais en fait finalement partout dans notre organisme, ce sont tous les sucres et les farines blanches qui sont raffinées. Et puis bien sûr tous leurs dérivés, donc c'est-à-dire tout ce qui est confiture, tout ce qui est pâtisserie. Alors je sais c'est super bon, mais voilà, tout ce qui est farine blanche, les pâtes blanches, le riz blanc, voilà tout ça. Donc on va essayer de limiter autant que faire se peut. Si on adore le fromage, eh ben on va essayer de se tourner, surtout pendant l'été. Hein, je précise que c'est surtout dans cette saison-là. On va préférer le fromage de chèvre et de brebis, et puis plutôt en tome dur plutôt qu'en fromage coulant, qui sont en fait moins inflammatoires que le lait de vache. Et puis, pour ceux qui mangent beaucoup de protéines et des protéines animales, on va tourner plus vers le poisson que, par exemple, la viande rouge. Voilà.
Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier aussi beaucoup les aliments qui sont très riches en fibres végétales. Pourquoi? Parce que les fibres, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont favoriser le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire on va faire avancer le bol alimentaire le long du tube digestif jusqu'au sel. Et si on manque de fibres, souvent qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est des problèmes de constipation et la constipation, elle est inflammatoire. Donc en fait, ça veut dire que les aliments vont rester trop longtemps dans le tube digestif et créer des inflammations. Donc ces fibres, en fait, elles vont faire avancer le bol alimentaire. Et puis, il y a d'autres fibres aussi qui vont créer un mucus pour protéger en fait la barrière intestinale. Alors, toutes ces fibres, de façon générale, où est-ce qu'on va les retrouver? Eh bien, c'est dans les céréales qui sont semi-complètes ou complètes. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manger des céréales complètes, déjà, un premier pas, les céréales semi-complètes, c'est très bien. Et ça, on va le retrouver autant dans les pâtes semi-complètes, on peut le retrouver dans le riz semi-complète. Voilà. Et puis, les légumes et les fruits, bien sûr, je parle de fruits de saison et locaux, on va y revenir un peu plus tard, sont extrêmement riches aussi en fibres. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer aussi de limiter le sel comme on peut, parce que le sel, surtout en fait pour des personnes, et ça on va voir dans la deuxième partie, qui ont tendance à faire des œdèmes, voilà, à gonfler, etc. En fait, ça va faire des rétentions d'eau, à cette tendance-là. Donc, on peut le remplacer par divers aromates. Et là, on est en pleine saison du thym, du romarin, mais après, il y a toutes les herbes qu'on trouve dans nos jardins, la menthe, la mélisse, le basilic, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'en été, finalement, on est plein d'aromates divers et variés et voilà, qui peuvent remplacer de façon avantageuse le sel. Je vous ai mis aussi sur le PowerPoint le gingembre et le curcuma, qui sont en fait deux épices qui sont bourrées d'antioxydants. Voilà, dans ce sens-là. Et on va faire aussi un focus sur ce qu'on appelle les acides gras essentiels. Donc, on appelle ça des AGE, dans lesquels on va retrouver les oméga 9 avec l'huile d'olive ou l'huile d'avocat, ou bien par exemple les avocats tout simplement. Et puis les oméga 3, et là je vous ai mis le principal et aussi le moins onéreux, qui est l'huile de colza. Mais on peut tout à fait prendre d'autres huiles à oméga 3, il y a la cameline, il y a le chanvre, il y a l'huile de noix par exemple, et qui sont donc autant l'huile d'olive qui est un grand protecteur cardiovasculaire et les oméga 3 qui sont des grands anti-inflammatoires, qui sont vraiment des huiles spécifiques du régime crétois et qui sont très utilisées dans ce régime. Alors l'huile d'olive, on peut la chauffer. Donc, elle va remplacer par exemple le beurre, l'huile de tournesol ou l'huile d'arachide pour la cuisson. Et l'huile, par contre, l'huile de colza, il faut pas elle est très sensible à la chaleur et elle s'oxyde en fait à la chaleur. D'ailleurs, il faut la conserver au frigo. Et là, ça va être plus pour l'assaisonnement. Surtout l'été aussi, comme on rentre dans une période chaude, on va pouvoir commencer à réduire en fait les sources de cuisson. Parce qu'une cuisson trop forte, trop longue, etc., c'est pas toujours très très bon aussi pour le système digestif. Les grillades, les fritures, je pense aux frites aussi, qui sont super bonnes, etc. Mais tout ce qui crée une espèce de croûte un peu dorée, voire brunissante, qui a un super bon goût, on est bien d'accord, et ça crée une réaction chimique qui s'appelle la réaction de Maillard.
entre des glucides et des protéines et qui vont venir en fait caraméliser l'intérieur de notre organisme et donc aussi créer des inflammations. Donc on va essayer, en tout cas pendant cette période de l'année, de limiter au maximum voilà, les grillades et les fritures. Alors, la première partie de la saison été, on peut utiliser d'autres types de cuisson qui va utiliser d'ailleurs plus d'eau parce que quand on est trop la saison été, c'est une saison feu. Donc on veut pas qu'il y ait aussi, on veut en fait apaiser quand même ce feu. Donc si on met un peu d'eau dans ce feu, déjà ça va réduire euh, l'impact délétère en fait de l'excès de feu. Donc une cuisson douce à la vapeur. Maintenant il existe plein d'appareils. Il y a un qui est très connu qui s'appelle le vitaliseur de Marion, qui utilise la cuisson douce à la vapeur d'eau, ou bien la cuisson à l'étouffée. Mais pour des cuissons sans eau, bah, il y a des cuissons mieux que les barbecues. Il y a le barbecue vertical, du coup, puisqu'il laisse tomber en fait les graisses. Il y a la plancha, la pirade, le wok. Le wok, quand on fait des saisies rapides des légumes, n'est pas si mal parce on va pas brûler les légumes et on va pas les cuire de façon trop longue. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'alternatives pour la cuisson. Après, alors ça c'est un sujet effectivement qu'on rabâche beaucoup en naturopathie, c'est boire, boire, boire beaucoup d'eau. C'est vrai que, alors il y en a pour certaines personnes, ça paraît évident. D'autres vont dire, ben moi de toute manière je suis un chameau, j'ai pas besoin de boire beaucoup. Voilà, on est tous un peu différents, mais surtout en été, pensez à boire. Avec la chaleur, ben, on va transpirer plus, donc on va se déshydrater. Donc, se déshydrater, on n'en a pas toujours conscience. Alors, surtout, faire attention à l'hydratation. C'est les femmes enceintes qui ont besoin de faire très attention à bien s'hydrater. C'est les enfants, notamment les enfants en bas âge, qui, eux, n'ont pas toujours le réflexe de dire bah, j'ai soif. C'est aussi beaucoup les seniors, parce que les seniors, en fait, eh ben, ils ont moins d'eau à l'intérieur d'eux, donc ils vont se déshydrater plus rapidement. Et puis les sportifs, bien sûr. Les signes, moi je vois en cabinet, hein, par exemple, des enfants qui viennent et dont les parents disent, ben, il a des problèmes de constipation, ou bien il a des problèmes de maux de tête, de vertige, etc. Finalement, ce sont des premiers signes de déshydratation. Donc peut-être que vous buvez pas assez d'eau. Voilà. Les urines aussi, de regarder vos urines, les urines très foncées, de regarder, enfin de regarder les urines de votre enfant si elles sont très foncées, ça peut être un signe qu'il manque de l'eau. Voilà. Après, on est tous différents, donc je vais pas vous donner des quantités d'eau à boire parce que euh, voilà, c'est difficile aussi selon notre organisme, selon notre activité, selon notre âge. Mais voilà, dès que vous avez une sensation de soif, ben, il faut boire. Moi, j'ai coutume de dire, c'est vrai que, bah, surtout en été, bah, avec les apéros, même si les apéros dehors maintenant ne sont plus autorisés, mais voilà, si vous buvez un verre d'alcool, buvez derrière un verre d'eau. Si vous allez uriner, buvez derrière un verre d'eau. Déjà, c'est des réflexes qui vont vous faire boire de façon régulière. Euh, il n'est pas conseillé de boire énormément d'eau pendant les repas même, parce que à ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez diluer les sucs digestifs et en fait, donc la digestion se fera moins bien. Il vaut mieux privilégier de boire un petit peu d'eau tout au long de la journée, mais entre les repas. De boire aussi de l'eau glacée
toute la journée, c'est pas non plus l'idéal parce que ça va couper le feu digestif. Donc, ben, on va moins digérer les aliments. Et si vous regardez les pays très chauds, même en plein désert, qu'est-ce qu'ils font? Je pense aux Touaregs. Eh ben, en fait, ils boivent du thé menthe très très chaud toute la journée, mais ils boivent pas d'eau glacée. En fait, pour eux, c'est pas quelque chose de normal. Voilà. Donc, une eau tiède, voire chaude, et hors repas, c'est l'idéal. Et puis aussi de privilégier les eaux qui sont peu minéralisées. En naturopathie, on dit que ce qui est important, c'est ce que l'eau emporte, c'est-à-dire ce que l'eau permet de nettoyer, plutôt que ce qu'elle apporte. C'est-à-dire que les minéraux, on va les chercher dans les aliments et pas dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme eau qui sont peu minéralisées dans le commerce? Si vous tournez vers les eaux de commerce et pas d'eau du robinet, eh bien, par exemple, la plus simple, eh ben, c'est la Volvic, finalement. Mais vous avez sinon ben, l'eau de Montroucou, l'eau de Rosée de la Reine, la Montcalm, voilà. Vous avez plusieurs eaux qu'on trouve dans le commerce. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas le goût de l'eau, tout simplement. Donc, plutôt que de se tourner vers des sodas qui, je rappelle, sont bourrés de sucre, et le sucre, en fait, n'est pas bon, déjà, c'est inflammatoire, ça va acidifier l'organisme, ça fait grossir. Donc, voilà. Je me souviens plus, mais je crois qu'il y a une cinquantaine de sucres dans une bouteille de coca, donc vous imaginez, par exemple. Mais vous pouvez utiliser tout simplement des eaux et puis mettre, bah, les aromatiser avec bah, les différents aromates, par exemple des feuilles de menthe ou des feuilles de mélisse, de verveine, ou bien des tranches de citron, d'orange, voilà. Et tout ça, ça donne un bon goût et, et pour certaines personnes, du coup, l'eau passe mieux. Il y a le thé vert aussi qui est intéressant parce que le thé vert, contrairement au thé noir, il est bourré d'antioxydants. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, il y a ce qu'on appelle des hydrolats. Les hydrolats, je vous en ai amené quelques-uns. Voilà, par exemple, ça, c'est un hydrolat de verveine vent, de verveine odorante. On l'appelle aussi eau florale. Vous les trouvez en pharmacie ou bien dans les magasins biologiques. Alors, il faut faire très attention à prendre des hydrolats qui sont sans excipient, parce que sinon, vous ne pouvez pas les prendre par voie orale. Et là, vous avez plein d'hydrolats maintenant qui existent. Donc, en fait, ce sont des eaux qui sont aromatisées avec les mêmes molécules aromatiques que l'on trouve dans les huiles essentielles, mais dans des quantités qui sont bien moindres. Donc, il n'y a pas de contre-indication, même pour les enfants. Donc là, je vous ai mis sur le PowerPoint divers types d'hydrolats. Le cassis, la verveine citronnée, la rose, la fleur d'oranger ou la menthe poivrée, qui sont idéales à prendre en été. Et là, vous pouvez prendre un verre d'eau, par exemple, comme ça, et puis vous mettez une cuillère à café, tout simplement, d'hydrolat dans le verre. Voilà. Et puis, vous avez une tisane aromatique. Voilà. Après, vous pouvez prendre aussi 1 litre d'eau que vous buvez tout au long de la journée. Et à ce moment-là, vous mettez une cuillère à soupe de ce même hydrolat. Ou bien, vous pouvez faire aussi un mélange d'hydrolat. Il y a par exemple le mélange rose-menthe qui est excellent, surtout quand il fait vraiment très très chaud. Donc, il va avoir un côté rafraîchissant et vraiment un bon goût. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'hydratation? Bah, tout ce qui est jus de fruits et de légumes. Alors, le mieux, c'est de faire faire vos jus de fruits et légumes maison et de les passer à l'extracteur pour bénéficier en fait de tous
toutes les vitamines, les antioxydants qui vont rester. Si vous achetez dans le commerce, vous risquez d'avoir en fait, d'abord ils sont pasteurisés, donc ils n'ont pas les mêmes nutriments, et puis ils peuvent avoir du sucre aussi dedans. Si vous avez cet appareil, cet extracteur, euh, il vaut mieux mettre plus de légumes que de fruits aussi. On compte en général à peu près 80% de légumes. Donc, des légumes, ça peut être en été, il peut y avoir le céleri, il peut y avoir le concombre, on peut mettre du chou, on peut mettre comme fruit ou de la pomme, par exemple, euh, la betterave, enfin voilà, il y a des tonnes de légumes et de fruits qu'on peut mettre dedans. Et ça aussi, c'est un bon moyen en fait de s'hydrater. Voilà. Et puis bien sûr, attention à l'excès d'alcool, comme je vous avais dit tout à l'heure, parce que l'alcool, comme le café d'ailleurs, sont très déshydratants. Après, qu'est-ce qu'on va faire principalement, en fait, dans la première saison, donc la saison où en fait on va essayer de booster, de régénérer cet intestin grêle. Donc entre début mai et mi-juin, on va essayer de régénérer, de se revitaliser. Et il y a un super moyen parce qu'en fait on est en train de sortir du printemps. Et au printemps, qu'est-ce que donc c'est les jeunes pousses qui sortent. Donc c'est vraiment la saison idéale pour tout ce qui est germination, pour manger des jeunes pousses, etc. Et qui vont être bourrées de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Alors, première chose à savoir, et ça c'est pour toute l'année, pour toutes les légumineuses, et aussi, mais c'est un peu moins grave, les oléagineux, c'est de les pré-germer, c'est-à-dire avant de les cuire, il faut absolument les faire tremper à peu près, après ça dépend des légumineuses, mais grosso modo une nuit dans de l'eau. Et les oléagineux, ça va plutôt être 1 à 2 heures. Hein. Pourquoi? Parce que en fait, toutes les graines, qu'est-ce qu'elles sont? Elles ont une enveloppe autour d'elles qui va empêcher, qui va bloquer en fait leur germination. Et on appelle ça de l'acide phytique. Alors ça, c'est super intéressant pour conserver justement ces légumineuses, ces céréales aussi, et les oléagineux. C'est pour ça qu'ils peuvent se conserver des années dans des bocaux. Mais par contre, si vous les faites cuire directement sans les faire tremper au préalable, cette enveloppe n'aura pas le temps de se casser et elle va former ce qu'on appelle un antinutriment qui va venir pomper nos propres minéraux et en particulier, je pense, au calcium, au zinc et au fer. Voilà, c'est les 3 minéraux principaux, donc qui sont indispensables à notre organisme. Et en fait, on va éliminer, donc on va pas assimiler en fait ces légumineuses ou ces céréales ou ces oléagineux. Et en fait, nos minéraux vont être pompés et vont être éliminés avant d'être assimilés. Voilà. Donc, on veut enlever cet antinutriment pour mieux assimiler ces légumineuses et ces céréales. Après, ce qu'on peut faire aussi, qui est en plus très amusant à faire, notamment si on a des enfants, ils comprendront très vite là, c'est en fait de germer les graines comestibles. Alors, si vous allez, là je vous ai amené un paquet, c'est ce qu'on appelle des graines à germer. Alors là, c'est un mélange de graines à germer. Vous mettez, et en fait, qu'est-ce que ça fait ces graines germées? C'est la même chose. Ça va démultiplier tout ce qui est minéraux, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est antioxydants. Et alors, on peut les trouver déjà tout près dans le commerce, mais vous pouvez le faire vous-même.
Vous les trempez, donc vous faites la même chose que pour les légumineuses. Là, je vous ai apporté un appareil, donc normalement il est vide, hein. Simplement je vous expliquerai ce que c'est là-dedans après. Et vous mettez une cuillère à soupe de ces graines germées, vous remplissez votre bocal d'eau et vous laissez une nuit, voilà, vous le laissez à tremper, vous voyez, c'est fait exprès. Enfin, vous videz l'eau du coup, enfin, le premier jour, vous remplissez d'eau, vous le laissez à tremper, et puis pendant 3-4 jours, vous allez rincer votre bocal matin et soir, et puis vider l'eau, et à ce moment-là, quand vous aurez vidé l'eau, vous le mettez comme ça, et la germination va commencer à se faire. Et il va y avoir des germes qui vont apparaître. Voilà. Et là, eh bien, vous pouvez les croquer, ces germes, en apéritif, par exemple, ou bien les mettre dans une salade. Voilà. Et ça va vous apporter énormément donc de vitamines, de minéraux, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, il y a une autre source aussi de minéraux et de vitamines, qu'est-ce qu'on appelle les pousses de blé ou d'orge, voilà, qu'on trouve aussi, par exemple, en magasin biologique. Là, je vous ai amené un paquet de blé à germer. Donc, c'est pas du blé, on va pas acheter du blé déjà pré-cuit, etc. Ça fonctionnera pas. Faut que ce soit vraiment écrit à germer. Et là, vous allez mettre en fait ces germes dans un bocal où il y a des trous, comme vous allez faire comme une plantation avec de la terre, et vous allez arroser tous les jours pour faire germer en fait ce blé. Il va pousser comme de l'herbe. Et après, quand vous voyez sur l'image, quand il aura la taille un peu de l'herbe, eh bien vous le coupez au ciseau. Et si vous avez un extracteur, eh bien vous le passez à l'extracteur et ça va former du jus. Et ce jus est rempli de chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est excellent, notamment pour les terrains qui sont acidifiés, pour se donner d'énergie quand on est fatigué, pour les sportifs, pour les jeunes enfants, pour les seniors. Voilà. Mais pour les personnes en général. Voilà. Donc, toute cette germination, ces différents types de germination sont excellentes au printemps et au début de l'été. C'est vraiment la période pour se nourrir de ce booster d'énergie, si on peut appeler ça comme ça. Après, je vais vous parler en fait d'une chose, c'est les associations alimentaires dont on parle beaucoup en naturopathie, mais je vais faire là juste un focus sur les fruits, parce que justement, bah, c'est la saison des fruits. C'est important, surtout si on est sensible au niveau du système digestif, de pas prendre des fruits frais, crus et frais. Hein. Les compotes, il n'y a pas de souci, mais là, je parle de fruits frais et crus en fin de repas. Parce qu'en fait, leur temps de digestion est différent par rapport aux protéines, par rapport aux céréales, etc. Et ils peuvent créer des fermentations si on les prend en fin de repas. Et les glaces, ça va être la même chose. Surtout que les glaces, ben, ça va être froid et donc ça va bloquer la digestion. Donc le mieux, c'est de prendre ces fruits frais et crus et les glaces, et bien par exemple vers 11 heures, et puis au goûter vers 16 heures. Voilà. Donc hors repas. Évitez aussi, par exemple, le mélange de fruits acides. Donc les fruits acides, ben, notamment c'est tout ce qui est agrumes. Et les fruits aqueux, eh ben, par exemple, ça va être les cerises, les melons, les pêches, etc. Ça, c'est considéré, les poires, c'est les considérer comme des fruits aqueux.
Après, bien sûr, en été, autant en hiver, on peut prendre des repas plus consistants. Là, surtout si on a envie de perdre du poids, c'est la saison idéale pour alléger les repas. Et si on a quand même des problèmes digestifs, eh bien, on peut prendre, pour ceux qui connaissent, hein, simplement, des huiles essentielles par voie orale. Et là, vous prenez une goutte simplement, vous mettez la goutte en fin de repas, sur le dos de la main entre le pouce et l'index, et vous lapez. Donc là, vous pouvez prendre une goutte d'huile essentielle de basilic tropical ou bien exotique, c'est la même chose, ou bien de menthe poivrée, ou bien de gingembre. Il y en a d'autres, mais voilà. Les principaux, c'est celle-là. Ça, c'est au niveau alimentaire. Si vous avez beaucoup de problèmes digestifs dont vous n'arrivez pas à vous défaire, je vous ai indiqué des compléments que l'on peut prendre, mais là, je vous conseille vivement d'aller voir un spécialiste ou un naturopathe ou votre médecin ou votre pharmacien qui pourra vous indiquer plus précisément, selon votre cas, quelle plante serait le plus adaptée. Alors, si vous n'avez pas procédé à une détoxification et régénération du foie, souvent ce qu'on fait au printemps, maintenant c'est un petit peu rentré dans les mœurs, parce que je vous ai dit que le couple foie-intestin fonctionnait beaucoup ensemble. Si le foie ou si l'intestin grêle ne fonctionne pas bien, eh bien du coup le foie qui est notre filtre pour évacuer toutes les toxines, il va avoir un surcroît de travail et puis il va être débordé, il va pas pouvoir fonctionner très bien. Donc c'est bien aussi de le détoxifier et de le régénérer. Et d'autant plus qu'en fait le foie, donc c'est une usine en fait d'épuration, mais aussi il vient stocker les vitamines liposolubles et qui sont les vitamines antioxydantes, les vitamines A, D, E et K. Donc si il est congestionné, il va pas pouvoir bien faire son travail de stockage de ces vitamines. Donc voilà, on peut procéder à une détoxification du foie. Là, je vous ai mis des types de plantes. Mais voilà, ça va dépendre de votre cas. Mais bon, ce qui est connu, c'est l'artichaut, le radis noir, le romarin, le pissenlit qui travaille aussi sur les reins. Et puis, il y a quelque chose qu'on trouve encore beaucoup dans le commerce pendant encore quelques semaines, qui est la sève de bouleau fraîche et qui est un détoxicant qui est à la fois foie et rein, qui est très doux et qui est en plus reminéralisant. Donc c'est très très bien, notamment pour les seniors, de prendre. Mais là, je parle de sève de bouleau fraîche. Hein, je parle pas de jus qui a été pasteurisé. Et là, vous pouvez prendre tous les matins à jeun un petit verre de sève de bouleau fraîche. Voilà, et puis ça se vend par 3 litres à peu près, 3 à 5 litres, et ça vous fait à peu près 3 semaines de cure. Donc ça, c'est une bonne chose à faire encore pendant à peu près 15 jours. Après, vous avez des infusions de fleurs de mauve ou de guimauve qui sont intéressantes pour venir en fait tapisser l'intestin grêle. Et ça, c'est bien quand justement vous avez des remontées acides, quand voilà des remontées acides, ce qu'on appelle le RGO. Je vous parle aussi de ce qu'on appelle la L-glutamine, qui est un acide aminé, et puis de 2 plantes qui est la réglisse ou la mélisse. Et ça, c'est selon bien sûr les personnes. La mélisse, ça va être plus pour les enfants. La réglisse, attention en cas d'hypertension, ça c'est absolument interdit. Mais ces 3 plantes, en fait, ces 3 nutriments, si on peut appeler ça comme ça, ils vont venir
réparer la muqueuse intestinale, justement, pour empêcher que des toxines, en fait, viennent intégrer le système sanguin. Vous avez aussi le zinc dont on a beaucoup parlé au niveau toute cette année, qui vient aider à la réparation de la muqueuse intestinale et qui vient aussi booster le système immunitaire. Et ça, on peut le prendre sous forme d'oligo-éléments. Après, je vous ai pas mis, il y avait les probiotiques aussi qui vont venir nourrir une flore intestinale de qualité. Et puis si en complément, en fait, si vous avez une digestion difficile, je vous ai mis tout à l'heure qu'il y avait l'huile essentielle de basilic tropical, de menthe poivrée ou de gingembre par voie orale, mais vous pouvez faire aussi un massage aussi au niveau ventral s'il y a un problème digestif. Là, vous n'allez pas utiliser la menthe poivrée, mais plutôt le basilic indien ou l'estragon qui sont des anti-inflammatoires. Alors, si c'est une tendance aux diarrhées, vous allez être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si si vous avez tendance à la constipation, c'est plutôt dans le sens horaire que vous allez masser votre ventre. Donc voilà pour des compléments éventuels. Mais voilà, je vous conseille vraiment de discuter avec des spécialistes selon votre cas particulier. Après, dans la deuxième moitié de l'été, donc je parle bien de l'été considéré en médecine chinoise, donc de mi-juin à la fin juillet, eh bien ça va être vraiment la saison de faire le plein d'oxydants. D'ailleurs, c'est la saison où on va trouver énormément le plus de légumes, de fruits, surtout si vous avez la chance d'avoir votre propre jardin. Voilà, faites le plein d'antioxydants, ça va booster votre organisme pour toute la saison froide. En fait, c'est vraiment la meilleure période pour prendre tous ces antioxydants. Et la meilleure façon de les prendre, c'est de les prendre de façon crue pour préserver au mieux leurs nutriments. Alors, cru, ça veut dire quoi? Eh bien sûr, c'est tout ce qui est en salade, mais c'est tous les gazpacho. Alors, on a l'habitude de gazpacho de tomate, mais aussi le gazpacho de concombre, par exemple. C'est tous les jus de frais, de légumes et de fruits dont on a parlé tout à l'heure. Et puis aussi, par exemple, c'est prendre les protéines notamment le poisson, mais ça peut être aussi la viande, faire des marinades. Voilà. Donc, voilà, pour préserver au mieux leurs nutriments. On va se pencher au niveau des légumes et des fruits. En fait, tout ce qui est le plus coloré possible, en jaune, en orange, en vert, en rouge, plus ils sont colorés, plus ils contiennent de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Donc, dans ces vitamines antioxydantes, on a toutes les vitamines qui sont liposolubles, donc qui vont être stockées au niveau du foie, les vitamines A, D, E et K. Et puis, on a la vitamine C qu'on retrouve, bien sûr, dans tout ce qui est agrumes et aussi, notamment, il y a le poivron. Le poivron rouge est très fortement dosé en vitamine C. Voilà. Et puis, il y a les polyphénols qu'on retrouve beaucoup dans toutes les baies rouges. Le cassis, la myrtille, la fraise, la framboise, toutes ces petites baies, la cerise aussi, qui sont bourrées de polyphénol. Une autre façon aussi de se pencher sur les légumes, c'est tous les légumes qui contiennent la saveur amère. Alors pourquoi particulièrement cette saveur amère? Parce que c'est la saveur qui correspond à la saveur de l'été en médecine traditionnelle chinoise.
Et donc, je vous ai mis des exemples. C'est l'endive, le pissenlit, le cresson, la roquette. C'est tous ces genres de végétaux qui sont très intéressants à manger, surtout en plein été. Une autre chose qui est intéressante pour faire le plein d'antioxydants, c'est le fer. Le fer, c'est un antioxydant. Autant quand on le prend délétère, il faut faire très attention parce qu'il peut devenir justement pro-oxydant et donc cancérigène. Mais dans l'alimentation, c'est un super antioxydant et on va le retrouver beaucoup dans les orties et la prêle. Et on peut faire de la poudre aromatiser nos légumes avec de la poudre de prêle ou d'ortie, c'est très intéressant. Après, pour ceux qui veulent perdre un peu de poids, et justement parce que la saison été, on va avoir tendance à moins vouloir manger finalement, à alléger nos repas, de faire des monodiètes, c'est intéressant. Alors, je vous ai mis des monodiètes de fruits, mais ça peut être des monodiètes de légumes. Par exemple, un soir ou 2 par semaine, ou bien si vous avez fait un gros repas à midi, peut-être de faire une monodiète le soir. Voilà, monodiète, ça veut dire que vous prenez un seul aliment tout le soir. Alors, ça peut être par exemple une monodiète, par exemple de pêche ou une monodiète de carottes ou une monodiète de pommes. Voilà, exemple. Ça va mettre en fait votre système digestif au repos. Alors, on peut là de nouveau se complémenter. Donc, en dehors de l'alimentation, on va peut retrouver tous ces antioxydants sous forme d'oligo-éléments qu'on peut prendre en cure. Donc, il y a des granions, par exemple, ou bien il y a la marque Catalion qui est intéressante aussi. Et là, je vous ai mis les minéraux, les oligo-éléments antioxydants par excellence. Donc, le zinc, le sélénium, le manganèse, le cuivre et le fer. Voilà. Ça, c'est vraiment si vous êtes en carence. Et c'est des choses, en fait, qu'on va pouvoir aussi continuer pendant l'automne ou pendant l'hiver parce qu'ils ont, pour certains d'entre eux, en fait, ils sont stimulants pour le système immunitaire. On peut prendre aussi des complexes de vitamine C, de vitamines liposolubles antioxydantes. Et si vous avez tendance aux troubles cardiaques, il y a ce qu'on appelle le coenzyme 10, la coenzyme Q10, qui est très intéressante, qu'on trouve en complément. Vous pouvez voir avec votre pharmacien. Et puis, en phytothérapie, je vous ai mis, alors, phytothérapie, on peut le trouver sous plein de formes. Ça peut être des teintures mères, ça peut être sous forme de PS, ça peut être sous forme de gémothérapie, enfin, voilà, différentes sortes. L'olivier, l'aubépine ou l'ail. C'est les trois grandes plantes, en fait, qu'on va utiliser comme pour en fait tous les troubles cardiaques et cardiovasculaires. Et puis il y a des huiles essentielles pour ceux qui s'y connaissent, qui sont très apaisantes pour le système nerveux et qui sont dès qu'il y a notamment des angoisses, du stress, etc. C'est la lavande fine, la marjolaine à coquille et l'ylang-ylang. Mais vous en avez d'autres, hein, je pense, que je ne vous l'ai pas indiqué, mais il y a par exemple le petit grain bigarade. Voilà, ou bien d'une façon générale les agrumes, mais les agrumes, on ne les applique pas sur la peau. Voilà. Après, les huiles essentielles, ne les utilisez que si vous les connaissez parce qu'elles ont beaucoup de contre-indications. Voilà.
et chacune des contre-indications différentes selon les utilisations et selon les individus. Après, je vais vous parler en fait de différentes petits troubles qu'on peut trouver en été et qu'est-ce qu'on peut faire en naturopathie de façon générale. Un petit peu, c'est beaucoup de bon sens et des choses en fait qu'on sait d'avance, mais voilà, peut-être pour préparer des trousses à pharmacie, si ça peut vous aider. Alors, déjà la peau. La peau, en été, c'est avant déjà de se protéger du soleil, de se comment dire, de se mettre au soleil, de faire des bains de soleil, c'est extrêmement intéressant. Mais on va les faire, ces bains de soleil, le matin et le soir. Et en tout cas, avant midi, voire même avant 11 heures et après 16 heures. Entre les deux, on va essayer d'éviter au maximum de se mettre au soleil et en tout cas de se protéger au maximum. Qu'est-ce que ça va faire ces bains de soleil le matin et le soir? Ça va nous gorger de vitamine D. Et la vitamine D, c'est une vitamine, on l'a vu tout à l'heure, qui en fait permet qui est très intéressante pour le système immunitaire. Donc ça va nous permettre en fait permettre à notre organisme de nous protéger en tout cas une partie de l'automne et de l'hiver contre les virus. Donc ça va renforcer notre système immunitaire, ça renforce aussi notre capital osseux et en fait ça aussi ça a un lien avec notre horloge biologique, cette vitamine D. Quand on prend de la vitamine D, le matin, surtout le matin, en fait, ça va nous permettre de mieux synthétiser un neurotransmetteur qui s'appelle la mélatonine le soir et ça va nous permettre de mieux dormir le soir, donc éviter les insomnies. Et comment prendre le mieux cette vitamine D en été? Eh ben, c'est par le soleil. C'est le soleil qui permet de synthétiser la vitamine D. Quand on va arriver aux périodes automnales, hivernales, on va souvent être obligé de prendre des compléments alimentaires. Mais là où on peut arrêter, c'est vraiment pendant l'été. Voilà. Après, comment on va pouvoir protéger notre peau en dehors de cette période matinale et puis et le soir? Eh bien, déjà, le mieux, c'est de s'hydrater toujours, donc de boire beaucoup d'eau et de prendre des acides gras par voie interne. De mettre des choses sur la peau n'est pas suffisant en fait pour se protéger du soleil. Donc bien s'hydrater avec de l'eau et puis prendre des capsules ou sous forme de capsules ou bien sous forme des cuillères à soupe d'huile végétale variée. Alors je vous ai mis un certain nombre d'huiles végétales, la bourrache, l'onagre, la sésame, même la rose musquée qui est connue plutôt pour au niveau cosmétique, elle est très intéressante à prendre par voie orale. L'huile d'olive, on en a parlé, les oléagineux, donc de prendre des poignées d'amandes, de noisettes par exemple, c'est bourré en fait d'acides gras essentiels. Les poissons gras aussi, voilà. Donc ça en fait, ça va nourrir votre organisme de l'intérieur et du coup vous avez moins tendance à avoir la peau sèche. Après, vous pouvez quand même préparer votre peau, et ça c'est avant la période estivale, donc c'est maintenant. Si vous voulez en fait préparer votre peau pour qu'elle soit habituée et préparée pour mieux bronzer. Et là, c'est bien de prendre, de se masser avec des huiles végétales qui sont plutôt orangées. Et il y en a deux. Il y a l'huile d'argousier qui est assez difficile à trouver
Et il y a aussi ce qu'on appelle le macérat de carotte. Alors, alors on trouve plein de macérats différents. Qu'est-ce que c'est qu'un macérat? C'est en fait des huiles végétales dans lesquelles sont macérées des plantes. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est la carotte. Mais on va parler d'autres par la suite. Voilà. Et ça, on le fait avant l'été et avant l'exposition au soleil. Donc, on le fait le soir, surtout pas pendant la journée. Si pendant la journée, vous attrapez un coup de soleil, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous avez attrapé un coup de soleil. La première chose à faire, déjà, c'est de vous rafraîchir, bien sûr. Après, vous pouvez appliquer une huile essentielle qui est très connue pour tout ce qui est brûlure et coup de soleil. Hein, on met les choses dans le même panier. C'est l'huile essentielle de lavande vraie. Quand il s'agit d'un enfant, et un enfant, je parle jusqu'à l'âge d'à peu près de 6 ans, et pour l'adulte, on peut mettre, c'est plus efficace encore, c'est la lavande aspic. Et là, vous les appliquez pures sur la brûlure. Et vous les appliquez, ça peut être, si c'est une grosse brûlure ou un gros coup de soleil, vous pouvez les appliquer en fait quelques gouttes toutes les 15 minutes jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Le lendemain, qu'est-ce que vous faites? Vous allez continuer cette application, mais vous allez faire un mélange avec du gel d'aloe vera, qui est très très apaisant. Et là, vous prenez une bouteille, vous mettez 50% de gel d'aloe vera. Là, vous mettez un autre macérat qui s'appelle le macérat de calendula. Le macérat de calendula, c'est quoi? Ben, ce sont des fleurs de souci. Alors là, par exemple, j'ai un petit bocal, les fleurs de souci. Dans nos contrées, ça pousse tout l'hiver dans nos jardins. Donc, vous pouvez faire vous-même votre macérat de souci. Vous les ramassez, vous les séchez au soleil. Et après, vous les mettez dans une huile végétale de votre choix. Et pendant 21 jours, vous le laissez macérer et vous retournez votre bocal chaque jour. Et puis, au bout de 21 jours, vous filtrez et vous avez votre macérat de calendula. Donc là, vous en mettez 40%. Sinon, vous pouvez l'acheter tout près en pharmacie ou en magasin biologique. Et vous rajoutez 10% de cette fameuse huile essentielle ou de lavande vraie pour l'enfant, ou bien si c'est pour un adulte, vous mettez de la lavande aspic. Et ça, vous pouvez mettre ça en cas de coup de soleil ou en cas de brûlure, c'est la même chose. Hein. Et vous pouvez mettre ça jusqu'à en fait ce que la peau soit régénérée. Je vous ai mis aussi pour les cheveux qui ont tendance à s'assécher bien sûr pendant l'été avec les bains de mer et de soleil. Vous pouvez faire un mélange de l'huile végétale de coco et de l'huile végétale de jojoba. Et les deux en fait sont des protecteurs en fait contre le soleil. Et voilà, faire un masque de temps en temps sur cheveux humides, voilà, va permettre de les protéger. Voilà pour la peau. Alors, un autre trouble aussi qu'on va retrouver pendant l'été, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec les histoires de sel, c'est tout ce qui est la rétention d'eau, les jambes lourdes, les varices, etc. Donc ça, pour les personnes qui ont tendance à ces troubles, la saison été est vraiment peut être vraiment très difficile à vivre. On en a conscience. Donc, effectivement, attention au sel et au sucre dans l'alimentation, surtout pendant cette période, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire le sel et le sucre? En fait, l'eau suit le sel et le sucre. Donc, si vous mangez du sel et du sucre, eh bien, l'eau va rester à l'intérieur de votre organisme et va avoir tendance, en fait, à créer des œdèmes, des rétentions d'eau. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est des gommages corporels au sel.
Et là, à ce moment-là, l'eau va être en fait des gommages ou bien des bains de pied avec eau sel ou bien des bains de pied de mer ou des bains de mer tout simplement. Donc à ce moment-là, l'eau va être tendance en fait à s'extraire du corps. Parce que je répète, l'eau suit le sel. Voilà. Donc ça, c'est au niveau alimentaire. Après, quand on peut éviter la position stationnaire, bien sûr, mobiliser des gens, se bouger, se lever quand on peut, etc. Pour les jambes lourdes, la rétention d'eau, le brossage à sec avant la douche, en fait, va permettre d'activer le système lymphatique. Alors, avant, il y avait le gant de crin. Voilà, c'est un petit peu, comment dire, agressif. Maintenant, vous avez des gants de coton ou de lin qui sont beaucoup plus doux et vous brossez le corps toujours de bas en haut. Ça va activer la lymphe et après, vous faites une douche écossaise sur vos jambes. Douche écossaise, ça veut dire que vous alternez chaud-froid. Le chaud, c'est-à-dire plutôt tiède, et le plus froid possible. Et de nouveau, vous faites de bas en haut. Voilà. Ça aussi, ça va être bien en fait pour tout ce qui est varices, la douche écossaise. Varices, varicosité, etc. Après, vous avez des sprays rafraîchissants. Alors, là, je vous ai mis HY. HY, ça veut dire hydrolat. Donc, les hydrolats, on en a parlé tout à l'heure. On peut le prendre par voie orale, mais aussi on peut le prendre en voie cutanée. Donc, dans ces cas-là, vous prenez votre hydrolat. Là, j'en ai par exemple un autre. Et vous voyez, il y a un bouchon avec un spray, mais vous pouvez tout à fait adapter le spray. Et puis, à ce moment-là, vous faites un spray sur vos jambes. Alors, un hydrolat rose et menthe qui sont très rafraîchissants, ou l'un ou l'autre, ou bien les deux. Et puis, il y a deux autres hydrolats aussi qu'on trouve assez facilement, qui est le cyprès et le genévrier, qui sont des hydrolats qui sont en fait très circulatoires pour tout ce qui est circulation. Voilà. Donc, on peut mettre ces quatre hydrolats ou on peut mettre un mélange d'un ou de deux de ces quatre hydrolats. On en met 100 millilitres. On met aussi du gel d'aloe vera parce que c'est aussi rafraîchissant et c'est doux, 100 millilitres. Et on peut rajouter 10 gouttes de lavanda qui vont activer la circulation sanguine. Voilà. Et sinon, si vous préférez, vous pouvez faire une huile végétale, un petit peu donc avec des huiles végétales qui sont circulatoires. Vous en avez une qui est très connue, qui est la macadamia, qui est une huile végétale un petit peu à tout faire. Vous en avez une autre qui est typique circulatoire, qui est beaucoup plus épaisse, qui a une couleur un peu vert foncé, qui est pas très agréable, je dois dire, à l'odeur, mais si vous la mélangez avec autre chose, eh bien, ça passe très bien. Là, vous mettez simplement 20% au maximum. Et puis, vous pouvez mettre des huiles essentielles. Là, je vous ai mis des huiles essentielles circulatoires. Vous avez l'immortel, donc on l'appelle aussi hélicryse. Vous pouvez mettre du niaouli, du lentisque pistachier, du cyprès, et puis une grande anti-inflammatoire qui est l'eucalyptus citronné. Et là, vous pouvez mettre 20%. Voilà. Donc, ou un spray rafraîchissant, ça va être plutôt pendant la journée. Et puis le soir, par exemple, vous pouvez faire un massage avec ces huiles végétales. Et puis après, en phytothérapie, et là, je vous ai mis particulièrement la gémothérapie, je trouve que c'est intéressant. Gémothérapie, ce sont les bourgeons de plantes, mais vous pouvez prendre tout à fait de la phyto, donc de la teinture mère par exemple. Et je vous ai mis un certain nombre donc de plantes réputées pour leurs vertus circulatoires, avec des vertus qui sont un peu différentes les unes des autres. Donc vous voyez avec votre spécialiste.
Vous avez le châtaignier, le marron d'Inde, la mamélisse, la vigne rouge, le cassis, par exemple, le noisetier. Donc, vous avez vraiment plein de plantes qui peuvent vous aider dans ces troubles. Voilà. Après, l'installation, les coups de chaleur. Alors, ça aussi, c'est des choses qui peuvent fréquemment arriver. Alors, première chose à faire, bien sûr, c'est s'allonger, refroidir la tête et les pieds, hein, en mettant par exemple un linge humide sur la tête et les pieds. On peut respirer tout simplement directement une essence de citron ou une huile essentielle de menthe poivrée qui va un petit peu nous réveiller. On peut prendre en spray toujours ce fameux hydrolat de rose ou de menthe poivrée, ou bien faire des tisanes, euh, par voie orale, de ces mêmes hydrolats. Il y a une huile essentielle qui est assez intéressante, surtout si on a l'impression d'avoir, donc avec ces coups de chaleur, on peut avoir une sorte d'étau sur la tête. C'est la lavande vraie, tout simplement, parce qu'elle a un côté un peu aussi rafraîchissant. Donc là, vous mettez une goutte sur le bout des doigts et vous l'appliquez sur les tempes, assez loin quand même des yeux. Hein. Faites attention à ça. Voilà. Après, si vous avez des troubles plus importants, notamment des troubles neurologiques, des vomissements, des vertiges importants, etc., bien sûr, vous consultez. Hein. C'est quelque chose. L'insolation, surtout pour les enfants, les personnes sensibles, euh, c'est des choses pas à prendre à la légère. Après, je vous ai mis un autre chapitre qui sont les troubles du sommeil. Alors, les troubles du sommeil, pourquoi j'en parle? Parce que en fait, c'est la saison où les nuits sont courtes. Euh, donc, on a tendance à moins dormir. En plus, c'est la saison où les nuits sont aussi les plus chaudes, donc on dort plus difficilement. Donc, nos nuits sont beaucoup plus agitées souvent. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux troubles du sommeil? Alors après, effectivement, on est tous différents. Mais bon, petit rappel de bon sens, se déconnecter, en plus c'est une période idéale, hein, se déconnecter de tout ce qui est tablette, les smartphones, etc., surtout le soir, hein, au moins 2 heures avant le coucher, vraiment se déconnecter de tout ça. Faire aussi attention à tout ce qui est alcool le soir. Surtout le soir, en fait, l'alcool est beaucoup plus délétère. Le foie va avoir en fait beaucoup de travail à faire le soir. Et quand il est congestionné par trop d'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille le soir, la nuit, souvent entre 2 et 4 heures du matin. Voilà. Donc, si vous évitez l'excès d'alcool le soir, déjà, ça vous fait quelque chose en moins à prendre en compte. Après, on avait dit de faire le plein de soleil, parce que ça règle notre horloge biologique. Si on arrive, on a quand même des nuits agitées, et si on peut faire la sieste, on fait comme à l'espagnol, hein. Ça marche aussi très bien. Essayer de se bouger, de marcher pieds nus dans la nature, se reconnecter, c'est quand on peut, c'est l'idéal aussi. Et sinon, il y a des plantes. Hein. Alors, je vous ai mis en gémothérapie, donc les bourgeons, qui sont très bien pour les enfants à partir de 3 ans. Le bourgeon de tilleul pour les problèmes de sommeil proprement dit. Le bourgeon de figuier s'il y a des problèmes de stress et qui impactent le sommeil et la digestion. Et puis l'aubépine s'il y a des problèmes d'angoisse qui
de l'angoisse et qui en fait interviennent au niveau du sommeil et qui peuvent créer par exemple des palpitations, etc. Ça c'est trois grands bourgeons. Il y en a d'autres aussi. Et il y a toujours ces fameux hydrolats qui sont très faciles à prendre, même pour des tout petits à partir de quelques mois, hein. La fleur d'oranger, la lavande vraie, la verveine citronnée, la camomille romaine, la marjolaine, vous voyez, il y en a plein. Vous regardez avec des spécialistes, c'est rafraîchissant et c'est très indiqué pour tout ce qui est sommeil. Voilà. Et enfin, le dernier chapitre, avant de passer à l'atelier, c'est tout ce qui est piqûre. Alors, d'abord, on va parler des piqûres de guêpes, de frelons, de méduses, donc voilà, d'insectes qu'on peut trouver, notamment au niveau, pendant les repas, au niveau de toute la journée, qui sont aussi sur la plage, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça fait partie de la trousse d'urgence. Alors, quand il y a une guêpe, un frelon, première chose à faire, vous enlevez le dard, bien sûr. Après, et je le dis même sur des tout petits, vous pouvez appliquer, même sur un frelon, je vous le dis en connaissance de cause, parce qu'un frelon, c'est hyper dangereux, mais en première urgence, en attendant justement, même pour un tout petit, d'aller à l'hôpital, etc., vous appliquez de l'huile essentielle pure, alors de lavande aspic, on en revient au même, ou de lavande vraie. Lavande aspic, n'oubliez pas, ça vient du terme vipère aspic. Donc, vipère aspic, c'est tout ce qui pique. Tout ce qui est brûlure et tout ce qui est piqûre, c'est la lavande aspic. Pour les tout petits, vous allez préférer la lavande vraie parce qu'elle n'a pas de contre-indication. Mais la plus efficace, c'est la lavande aspic. Voilà. Et vous l'appliquez toutes les 15 minutes, la première heure, en pur. Puis, dès que vous voyez que la rougeur, la douleur s'apaise, vous apaisez, vous espacez, etc. Si vous avez une réaction allergique, il y a quelque chose aussi qui est très efficace, c'est donc vous appliquez votre lavande aspic et vous appliquez aussi une autre huile essentielle qu'on appelle la menthe aspic, donc on est toujours dans la piqûre, qu'on appelle aussi la menthe verte. Et en fait, qui est très antalgique. Si vous n'avez pas de menthe aspic, vous pouvez mettre du tea tree tout simplement, une huile essentielle qui s'appelle le tea tree et qui a aussi un côté antalgique. Et vous mettez tout ça dans un cataplasme d'argile verte. L'argile verte, qu'est-ce qu'elle a comme vertu? Elle a la vertu en fait d'absorber en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous mettez une grosse couche d'argile verte, mais en argile verte en pâte, dans lequel vous avez mis ces huiles essentielles et vous laissez en fait et vous enlevez jusqu'à avant en fait que ce soit sec. Voilà. Et puis si ça continue, si l'enflure est toujours là, vous remettez un autre cataplasme. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait aussi contre les piqûres de tiques et de moustiques? Donc là, ça fait partie en fait de l'atelier qu'on va entamer tout de suite. Alors déjà, quand on est piqué surtout par les tiques et puis par les moustiques, si on est vraiment imprégné de piqûres de moustiques, déjà on peut utiliser de l'homéopathie. Toujours avoir
toujours avoir avec soi des doses en fait de ce qu'on appelle de Apis mellifica et vous le prenez en 5 CH. Et dès que vous avez une grosse piqûre, eh ben vous prenez cette dose. Voilà. Après, s'il y a un tic, bien sûr, d'avoir avec soi un tire-tic. Voilà. Et que ce soit une moustique ou un tic, surtout là je parle des tiques, vous appliquez de nouveau, c'est toujours la même huile essentielle, c'est la fameuse lavande aspic. Pour le tout petit, l'huile essentielle de lavande vraie, et puis le fameux tea tree qui est côté antalgique. Et toujours, toutes les 15 minutes, la première heure. Après, si c'est un tic, la différence par rapport aux insectes dont on parlait tout à l'heure, vous mettez de l'huile essentielle de clou de girofle. L'huile essentielle de clou de girofle, c'est un très grand antiviral. Et dans ces cas-là, on va le voir dans l'atelier. Vous mettez 10% de clou de girofle et c'est uniquement si c'est un adulte. Voilà. Après, pour se protéger d'une façon générale des tiques et des moustiques, de prendre dans l'alimentation de façon régulière de la levure de bière. On s'est aperçu que c'était intéressant, qu'en fait c'était comme un répulsif, cette levure de bière. Par contre, ceux qui ont tendance à respirer fortement et donc à expulser du dioxyde de carbone. Donc, souvent, les personnes qui ont pas mal d'embonpoint, ou bien des personnes enceintes, ou bien les grands sportifs, eh bien, en fait, ils attirent les moustiques. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Voilà, du coup, on peut pas se refaire là-dessus, mais voilà, c'est une chose à savoir. Et de prendre de la levure de bière, ben déjà, ça peut aider. Vous en saupoudrez par exemple une ou deux fois par jour les salades, un petit peu, juste une petite cuillère à café. Et voilà, c'est quelque chose qui peut aider. Voilà. Alors, dans la présentation, on a terminé. Maintenant, on va passer à l'atelier. Est-ce que, voilà, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'atelier. D'accord, pas de souci. Alors là, on va faire un atelier assez simple. On va faire un spray répulsif qui va agir autant sur les tiques que les moustiques. Donc, on prend un récipient. Voilà. Alors, ce spray, donc, vous avez dans le PowerPoint aussi une huile. On peut tout à fait faire une huile corporelle. Donc, là, l'huile corporelle, on va l'appliquer sur la peau. Et elle va avoir une vertu protectrice et aussi apaisante. Le spray, il va être à base d'alcool, donc il va être plus répulsif et on va l'appliquer avant et on va essayer de l'éviter de l'appliquer sur la peau. Donc ça va être plus sur les vêtements. Ça peut être par exemple sur si vous avez des animaux, par exemple sur des litières. Ça peut être des berceaux, si vous avez des enfants, mais vous n'appliquez pas ça, voilà, vous n'appliquez pas ça sur la peau. Et si c'est un nourrisson, vous ne mettez pas de clou de girofle, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. Donc, dans ce récipient, là, j'ai un récipient qui fait 100 millilitres. Vous allez mettre, donc, vous avez une partie de la recette qui est affichée. Voilà. Vous allez mettre de l'alcool.
Donc là, moi, en fait, pour ce genre de choses, j'utilise beaucoup de la vodka. Pourquoi la vodka? Parce que c'est un alcool qui est neutre et qui est pas cher, tout simplement. Et on le boit pas. On ne fait que le sprayer en fait sur voilà sur des vêtements. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vodka 20%. Donc dans un récipient de 100 millilitres, je vais mettre 20 millilitres de vodka. Voilà. Là, je suis à 20 millilitres. Et je le verse dans mon récipient. Après, je vais prendre une huile végétale qui s'appelle l'huile de Nêmes et qui est une huile qui est vraiment un énorme répulsif de tout ce qui est moustiques, tiques, etc. Mais on dit que c'est un énorme bactéricide. On peut même le sprayer à grande échelle sur les arbres pour éviter tout ce qui est insectes, bactéries de toutes sortes, etc. Voilà. Mais par contre, il sent pas très bon. Donc c'est vrai que c'est pour ça que on le mélange avec des huiles essentielles, des hydrolats, etc. et qu'on n'en met pas trop. Donc là, du coup, je vous ai mis 10% d'huile de Nêmes, donc ça va me faire 10 millilitres. Donc je mets 10 millilitres dans mon mesureur, voilà, et je le rajoute à l'alcool. Alors, l'huile végétale et l'alcool ne font pas bon ménage. Hein, on est d'accord. L'huile, elle va rester en surface, mais vous, quand vous allez faire un spray, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours mélanger votre flacon. Et par contre, les huiles essentielles qu'on va rajouter, elles se mélangent aussi bien à l'alcool qu'aux huiles végétales. Donc là, je vous ai mis un certain nombre d'huiles essentielles. Après, vous pouvez les utiliser à choix. Donc, on va considérer qu'on utilise ça pour des adultes. Voilà. Donc, je vais commencer par mettre de l'huile essentielle de clou de girofle. Clou de girofle, donc je répète, ne pas utiliser si vous avez des nourrissons. Nourrissons, on dit que c'est jusqu'à 3 ans. Et donc, je vous ai mis 2%. 2%, donc dans 100 millilitres, ça vous fait 2 millilitres. Et on considère que les huiles essentielles, eh bien, 1 millilitre, ça représente 30 gouttes à peu près. Donc, 2%, eh bien, on va tomber sur 60 gouttes. Donc, je mets dans mon récipient 60 gouttes. Voilà. Donc là, j'ai mes 60 gouttes de clou de girofle. Et à ça, je vais rajouter d'autres huiles essentielles qui vont être aussi antiseptiques et antivirales. Donc, la clou de girofle, c'est un énorme antiviral super puissant. Hein. Donc, et on va passer maintenant à un autre antiviral qui est moins puissant, mais qui n'a pas ces contre-indications et qui peut être le titri ou le laurier noble. Et là, de nouveau, je considère que je vais en mettre aussi 2%. Donc là, je vais mettre 60 gouttes de nouveau.
Voilà. Alors, selon les flacons, vous faites attention. Le doseur va couler plus ou moins vite parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont plus ou moins épaisses par rapport à d'autres. Donc, j'ai mis mon girofle, mon clou de girofle, j'ai mis mon titruy, qui sont deux grands anti-inflammatoires, deux grands anti-infectieux, excusez-moi. Après, je vais mettre deux huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires et qui sont répulsives. Il y a le géranium, qui est très connu. Et d'ailleurs, si vous sentez le géranium, il a un côté un peu citronné. Et puis, j'en ai mis un autre, qui est la citronnelle de Java. Après, on pourrait mettre, par exemple, l'eucalyptus citronné, ça va aussi très bien. Voilà. Mais voilà. Cette fois-ci, je mets ces deux-là. Donc, je mets deux de chaque. Donc, ça va me faire de nouveau 60 gouttes de chacune. Donc là, je prends la citronnelle de Java. Voilà, j'ai mis mes 60 gouttes. Il me reste le géranium. Alors, celui-là, il ne veut pas goûter. Ah, ça y est. Ça va venir. Voilà. Donc là, ça a été plus long, désolé. Et il me reste une huile essentielle à mettre. Et là, je vous ai mis la lavande aspic, qui est aussi un répulsif. Toujours cette fameuse lavande aspic. Et je vais mettre aussi 60. Hop, voilà. Donc, j'ai mis mes 5 huiles essentielles. On ne dépasse pas en général 5 huiles essentielles. Après, vous pouvez mettre une seule huile essentielle, voilà. Mais n'en mettez pas tellement plus, voilà. Et au total, donc, j'ai mes 10 millilitres. Et effectivement, je tombe sur 10 millilitres exactement. Donc, ces 10 millilitres d'huile essentielle, je les verse dans mon récipient.
Et je termine par ou de l'eau ou bien des hydrolats. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? J'aurais tendance à mettre des hydrolats parce que les hydrolats, ils ont des vertus justement aussi antiseptiques ou répulsives. Donc là, par exemple, je mets de l'hydrolat de titri. Donc là, du coup, on va mettre 60 millilitres d'hydrolat ou d'eau. Et je vais partager, je vais mettre 30 millilitres d'hydrolat de titri et 30 millilitres d'hydrolat de géranium. Alors, sur mon mesureur, je reviens, hop. Alors, les huiles essentielles ne sont pas miscibles, donc c'est-à-dire ne peuvent pas se mélanger avec des hydrolats, mais elles se sont mélangées avec les huiles essentielles, avec l'huile végétale qu'on a mis tout à l'heure et l'alcool. Même s'il va falloir secouer le mélange. Donc là, j'ai 30 millilitres de hydrolat de titri. Je rajoute et je mets 30 millilitres d'hydrolat de géranium. Et voilà, votre flacon est prêt. Vous le refermez. Et puis, quand vous l'utilisez, vous le secouez bien et vous avez ce mélange qui est comme ça. Voilà. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour les tiques et pour les moustiques. Toujours avoir sur ça, ce flacon sur soi. Au départ, ça va être l'odeur va être un peu âpre, voilà. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez voir, ça va sentir de plus en plus bon. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé avec cet atelier, avec cette conférence. Si vous avez des questions personnelles, vous n'hésitez pas surtout à me contacter. Je suis sur Narbonne. Et puis, en espérant que cela vous a apporté quelque chose et que, voilà.